Exupéry, parce qu'il a une poésie qui est assez belle, une réflexion personnelle qui est intéressante aussi. Et puis bien sûr, j'ai pris en filigrane le temple de l'Inde, c'est une belle réalisation. Vous avez vu les projets de temple qui nous attendent? Ouais. C'est fabuleux, hein? Et cette citation, c'est celle-ci. Enfin, elle apparaît. Qu'est-ce qui veut la lire? Quelqu'un qui est devant? Allez, Jean-Marie. La pierre n'a pas d'autre espoir que d'être une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. C'est une belle image, n'est-ce pas, de la coopération, de la collaboration, de la co-responsabilité. Toute la notion de co dans l'étymologie, c'est avec. Et quand deux pierres se rassemblent, elles peuvent faire un mur, elles peuvent faire un pont, elles peuvent faire un temps. C'est pareil pour les êtres humains. De se rassembler, on peut co-construire. Que ce soit au niveau d'un couple, d'une famille, d'une équipe, d'un quartier, d'un pays, d'une humanité. C'est ce qui nous attend. Puis bien sûr, vous connaissez cette phrase traditionnelle. Une des demoiselles. Je suis sûr que tu la connais par cœur. Je t'en prie. Oui? La Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Bien entendu, on sait tous ça. Bon, après, c'est comment le vivre au quotidien. C'est ça la question qui nous est posée. Voilà, on va dire que les échanges s'arrêtent là, sauf 10 minutes de questions-réponses sur tout ça. Que gardez-vous d'important pour vous? Pourquoi tu as marqué ça perçant physique? Parce que c'est une photo que j'ai projetée en fait pour un public qui n'était pas là. Mais c'est du 19e siècle, pas pardon. En plus, je me suis trompé. Que gardez-vous d'important finalement suite à tous ces échanges? Je suis certainement allé très vite pour les choses. J'espère que vous partez avec du travail dans les poches. D'écouter l'enfant. Oui, ne pas crier dessus. D'accord. Pas tout de suite. Tu parles à ta mère ou à tes enfants? D'accord. Que les enfants peuvent s'exprimer quand s'ils sont fâchés, ils veulent. Parce qu'il y a par exemple des parents qui ne laissent pas leurs enfants dire tu m'énerves. Parce qu'ils ont, après les enfants, parce qu'ils ont fait par exemple une fois, et les parents ont fâché sur lui, alors ils n'ont plus envie de le refaire. D'accord. Et ça, il faut le laisser. Il faut laisser les enfants s'exprimer, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ils ont le droit d'expression. L'importance d'éviter le conflit avec L'importance d'éviter le conflit. Ça, c'est une responsabilité d'adulte. L'enfant ne sera pas en capacité d'éviter le conflit, ou même le chercher. Parce que dans sa tête, il confond confrontation et affrontement. Les psychiatres, aujourd'hui, ont tendance, enfin, ceux d'avant, mais encore maintenant, ont tendance à dire, dans certains concepts psychologiques traditionnels, qu'il faut que l'enfant rentre en conflit avec les autres. La Fawari ne dit pas ça. Elle dit que le conflit est interdit. L'enfant n'a pas besoin de rentrer en conflit pour trouver sa place dans ce monde. Par contre, il a nécessairement besoin de s'affirmer dans ses opinions. Les enfants d'aujourd'hui vont devenir des adultes formidables avec des opinions et une vision sur le monde extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup favoriser l'expression des enfants. Mais donner son opinion n'est pas vouloir dire à l'autre « mon opinion est meilleure que la tienne ». Donc éviter les conflits à tout prix, ça c'est une décision d'adulte. Il vaut mieux lâcher, arrêter de tirer sur la corde que rentrer en conflit. Ça ne veut pas dire pas revenir une heure après ou une semaine après, mais lâcher avant le conflit. Ouais. D'autres choses qui paraissent importantes pour vous, quitter du travail que vous avez à faire dans les semaines prochaines. Je reviens encore à ce qui s'est passé hier lors de l'exercice que vous avez fait faire à l'extérieur. Accompagner, oui. Voilà. En fait, au début, à la fin, tu nous as demandé est-ce qu'on a demandé à celui qu'on a quitté son avis, où est-ce qu'il peut aller, etc. Donc, moi, tu étais dans un groupe où, à la fin, tu avais dit on doit les conduire ici. Donc là, à la limite, moi, ceux qui étaient dans ton cas n'avaient pas le choix de demander où tu veux aller, etc. Alors, on peut juste demander comment tu veux être accompagné, mais le but était précisé par d'en haut. C'est moi qui donne une règle. D'en haut, voilà. Donc moi, j'ai reçu un message que je devais transmettre. Tu n'avais pas le choix. Exactement. Par contre, les autres qui étaient avant nous, ils avaient le choix de demander effectivement où tu allais, etc. Là, ça me fait penser à la foi et notre relation avec notre enfant. Je veux dire, si je ne suis pas
pas croyante, je n'ai aucun objectif atteint. Je serai dans le cas du premier cas où la personne, je vais demander à mon enfant où tu veux aller pour que je t'accompagne. Mais en tant que croyant, et que je suis personnellement, j'ai choisi, par exemple, de t'écouter dans l'exercice d'hier, j'ai choisi de rentrer dans le jeu, alors je n'ai plus le choix. Le but est, dans le deuxième cas, le but est donné par le maître. Et dans la foi, c'est la même chose. Moi, j'ai choisi de rentrer dans la foi, et j'estime la vérité. Et là, je ne peux pas demander à mon enfant, enfin, si on revient dans l'exercice d'hier, j'ai déjà un directive que je veux transmettre à mon enfant. Dans ce cas-là, je ne peux pas lui demander vraiment comme celui qui n'est pas croyant, où veux-tu aller pour que je t'accompagne? Là, pour moi, le but est fixé et je voudrais amener mon enfant vers ce but qui est fixé. Et là, j'ai beaucoup moins de marge de manœuvre, je veux dire, si je veux aller dans ce que je crois être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Alors je rectifie quelques petites choses. C'est pas parce que je demande à mon enfant où est-ce que tu veux aller ou qu'est-ce que tu as envie de faire que je vais être d'accord. C'est pas parce que je demande à mon enfant ce qu'il a envie ou ce qu'il aimerait faire que je vais être d'accord. S'il me dit moi je vais sauter du 3e étage, je lui dis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est peut-être une envie que tu as ou un besoin que tu as. Mais il se trouve que je n'ai pas le même besoin que toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le plus fort gagne? C'est comme ça que ça fonctionnait avant. Ou est-ce que c'est mon enfant qui va faire un caprice pour avoir raison? Ou bien est-ce qu'on rentre dans un processus de consultation? Si je demande à mon enfant quelque chose, il faut que j'accepte d'avoir une réponse qui ne sera peut-être pas la mienne. Parce que si j'attends qu'il me dise oui parce que je pense oui, ce n'est pas une question que je lui pose. Quelque part, c'est comme si je la tire dans ma décision. Dans la foi Baha'i, on est davantage vers le recueil de ce que pensent nos enfants et même de ce qu'ils ressentent. Mais attention, ça ne veut toujours pas dire que je serai forcément d'accord à ce qu'ils vont dire. Peut-être même ça sera très loin de ce que j'attendais, de ce que je souhaiterais. Mais est-ce que je suis prêt d'en discuter? C'est ça, aider nos enfants à prendre de la maturité. De façon à ce qu'ils sachent se positionner. Esther? Excuse-moi, la parole. Non, je t'en prie, vas-y. Mais est-ce qu'il faut discuter de tout? Parce que Non, j'entends dans ce que dit Simine qu'il y a probablement, du fait d'être croyant, nous avons des règles qui sont indiscutables. Par exemple, dans l'exemple que tu as donné de ta fille avec la cigarette, la règle indiscutable, c'est qu'on ne fume pas à la maison. Maintenant, tu fumes, c'est ta responsabilité, tu l'amènes à assumer sa responsabilité, mais il n'empêche qu'elle ne fumera pas dans la maison. Donc je ne crois pas qu'il faille, avec les enfants, discuter de tout. Il y a certaines choses. Oui, tu penses qu'il faut discuter? Oui, je l'ai évoqué hier. Il y a des choses que l'on dit dans mon jargon, négociables, et des choses non négociables. Voilà. Tout ce qui est lié à la sécurité de la personne, de sa personne ou des personnes, c'est indiscutable. Donc il y a des choses même que je me dois de ne pas expliquer parce que l'enfant n'est pas forcément en mesure de comprendre. Ou par rapport à des valeurs, pas seulement la sécurité. Également par rapport à des valeurs. Bien sûr, bien sûr. D'autres choses qui sont importantes pour vous, sur lesquelles vous allez travailler encore quelques années? Moi, c'était l'histoire de la jalousie. Ce qu'on disait avec le gâteau, ne pas faire des parts égales. Mais je ne fais pas de part égale, j'ai le bazar parce qu'elle a eu plus que moi. C'est tout le temps, mais pour tout, quoi. Pas... Comment tu vas faire pour éviter ça? Est-ce que de diviser la tarte en parts égales, ça va également être juste? C'était ma question. Elles sont toujours en train de peser et de dire, mais pas seulement pour un bout de gâteau. Une bonne question. Comment faire pour être juste face à des situations de devoir choisir? Surtout si j'ai 4 enfants. Est-ce que je donne la même chose à tout le monde, pour l'argent de poche, pour le temps devant la télévision, pour le temps de créativité, pour le temps de jeu? Est-ce que tout le monde a le même quart d'heure? Celui qui dit dira hey, j'ai 18 ans, moi j'en ai pas 5, tu me donnes 15 minutes comme mon frère de 5 ans, il va dire c'est pas juste. Pardon? Les besoins sont différents. Les besoins sont différents. Oui, mais eux ne le ressentent pas comme ça. Même si le besoin est différent. Moi, il y en a une qui a 10, l'autre qui a 6. Ben, la petite va râler parce qu'elle va voir la grande sur l'ordinateur. Elle va dire oui, moi j'ai pas été. Donc après, je la mets sur l'ordinateur en disant ben voilà, vas-y aussi. Ça, c'est assez facile à prouver aux enfants. À table,
l'appétit. On va regarder dans les assiettes, ça m'étonnerait que tout le monde prenne la même part, entre le grand-père de 77 ans, le papa de 43 ans, ou la maman, et puis le petit frère de 5 ans et celui de 15 ans. On va bien voir que dans l'assiette, il n'y a pas forcément la même part. S'il y a la même part, ça suppose qu'ils ont le même appétit, le même estomac. Est-ce que c'est possible, ça? L'autre différence. Pas du repas, non, mais je veux dire, moi, le dessert, c'est un petit œuf en chocolat, par exemple. Je ne vais pas donner un à la petite et deux à la grande. Ça va être du bazar. Hein. Comment tu vas faire pour que ça soit juste? Parce que pour l'instant, il n'y a que toi qui décides. Grand acteur, de quoi avez-vous besoin? Alors, elles vont m'en demander 10 chacune. Peut-être, peut-être pas. Oui, peut-être dans les premières heures, mais dans l'apprentissage, on va comprendre et se dire de quoi j'ai besoin. Par exemple, une des règles à la maison, je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais une des règles qui faisait partie de notre fonctionnement familial au repas, en tout cas moi ça me tenait à cœur, c'est que ce que vous prenez, vous le mangez. Donc soit c'est moi qui servais, qu'est-ce que tu veux? Une cuillère, 2 cuillères ou pas du tout? Et c'est vrai que c'est une règle pour nous, et je suis content parce que ça a bien marché. Et en plus je les vois refaire maintenant avec leurs propres enfants. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une cuillère? Ok. Si tu prends une cuillère, tu la manges. Si tu en prends 2, ou 3 aussi. Donc l'enfant au début se faisait prendre, maman j'en ai trop. C'est toi qui as voulu. Alors, soit j'insiste et je le gave, soit je dis ok pour cette fois ça passe, mais est-ce que tu as compris le message? Tu vas manger ce que tu prends, donc tu assumes la responsabilité de tes choix. Ça c'est intéressant. J'ai une grosse part de tarte, qui a très faim, qui n'a pas très faim. Moi j'en veux beaucoup, ok, ça, est-ce que ça te convient? Ok. Tu prends, tu manges. Si tu ne manges pas, tu gardes pour tout à l'heure. Mais moi je ne jette pas. Ça, c'était la règle. Tu prends un morceau de pain, tu le manges. Mais pas question qu'une miette parte à la poubelle. Ça, c'était la règle de la maison. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis aperçu que les enfants ont appris à s'écouter en disant de quoi j'ai besoin. J'ai très faim, j'en prends 3 cuillères. J'ai pas très faim ou pas du tout faim, j'en prends pas. Et j'assume. Et l'enfant, il n'avait pas d'œuf au plat à la place des épinards. On ne donnait pas le choix. Mais l'idée, c'est comment rendre acteur, même pour, tu vois, pour ce genre de choses. Mais ça veut dire que je ne décide pas tout ça. Donc, au lieu de couper ma tarte, je dis, bon, qui a besoin de quoi? Moi, un petit peu, ça me suffira. Mais on le fait bien entre adultes. Non, non, pas ça à la moitié, s'il te plaît. Je recoupe la part. Donc, c'est intéressant de demander, voilà, il y a une tarte. Qui veut quoi? C'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Ça va à peu près? La notion de rentrer dans l'écoute, ça change des schémas, je t'en prie. Je voulais répondre justement à ça. Juste, chaque enfant à chaque classe, l'enfant aura quand même une frustration, qu'il soit le premier, le deuxième ou le troisième. Le premier va se moi je suis l'aînée, et des fois j'ai l'impression que mes frères faisaient des choses plus tôt que moi parce que j'avais déjà fait, donc j'étais plus petit, mais dans l'autre sens, parfois je faisais des choses en tant que plus grande que les plus petits ne faisaient pas. Et donc, dans toute situation, qu'on soit plus grand ou plus petit, il y a des fois où on se sent un peu frustré. Mais ça, je pense que tout enfant, c'est aussi nécessaire qu'un enfant se sente voilà, chacun à sa place. Voilà. Des fois, c'est toi qui es un peu frustré, des fois, c'est moi. Et voilà, du moment qu'on explique bien les choses, ben voilà, elle a 3 ans de plus que toi, elle a droit à un peu plus de temps avant d'aller dormir, ou ah ben voilà, ok, il est peut-être que toi à 10 ans tu pouvais pas faire ça, mais bon, c'est le deuxième, on apprend, et je pense que, même si des fois c'est un peu frustrant, les enfants comprennent. Voilà. Mais ce qui est important, expliquer quand même. Si on explique, les enfants comprennent, ils sont pas bêtes. Mais si on n'explique pas parce que c'est comme ça, elle a ça, t'as ça, l'enfant ne comprend pas. Mais si on explique, il n'y a pas de problème. Bien sûr, ça je sais que c'est très adulte d'expliquer, mais je rajoute, parce que ça manque beaucoup, encore un petit dessin. Quand 2 personnes communiquent, un adulte et un enfant par exemple, on a tendance d'être beaucoup comme ça. On pense que c'est ça communiquer à l'enfant. Qu'est-ce qui manque? L'écoute, l'échange. La communication est un processus interactif, etc., etc. C'est-à-dire, bien sûr que je me dois d'expliquer à l'enfant, c'est important de dire qu'est-ce que tu as compris de ce que je vais dire et qu'est-ce que tu en penses. L'enfant va dire, ok, j'ai compris, mais je ne suis toujours pas d'accord avec cette idée, donc il faut peut-être continuer. Sachant qu'il y a des choses, je reviens à ce qu'évoquait Esther, des choses que l'on ne discute pas. C'est comme ça, et c'est tout. Je t'expliquerai plus tard, on peut dire ça éventuellement, l'enfant sera peut-être impatient. Je ne peux pas discuter avec mon gamin de 4 mois qui doit faire sa sieste. Je
Je ne peux pas discuter avec mon enfant de 5 ans qu'il ne faut pas sauter du 4e étage, même s'il a vu un dessin animé de Batman. Il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer. Oui, mais on dit quand même pourquoi. Tu peux toujours essayer. En général, ça sécurise les parents d'expliquer. On n'est jamais sûr ce que l'enfant comprend. Ça sécurise beaucoup. Mais il y a des choses que l'enfant n'est pas encore en capacité de comprendre, ni avec sa tête, ni même avec son cœur. Donc, on pose des repères qui sont beaucoup liés, je le répète, à la sécurité physique et psychologique. Je pense à une anecdote où un papa, on discutait d'éducation, il dit on a un balcon sur notre immeuble qui est en pleine face sud, et notre gamin à 2 ans et demi, il aime beaucoup jouer au soleil sur le balcon, c'est super. Et puis un jour, on le laissait jouer comme ça sur une couverture avec ses jouets, et on s'est aperçu qu'il passait entre les barreaux du balcon. Ils l'ont retenu juste pour la couche-culotte. Alors, je ne vous dis pas la peur qu'ont eu les parents, ça nous est arrivé une fois avec notre fille d'ailleurs, qui basculait par la fenêtre, on l'a retenu par la couche. Alors après, on avait interdit la fenêtre, la chambre, on avait tout interdit. Pour nous, pour l'enfant, il pleurait derrière les carreaux. Et c'est ce qui se passait pour ce papa. Il dit quand on a vu qu'il pouvait passer entre les barreaux, on a eu peur, on a tout fermé. Le balcon, donc il pouvait plus aller jouer sur le balcon quand il faisait beau, et l'enfant était collé au carreau comme une mouche, il pleurait qu'il allait dehors. Et les parents ne pouvaient pas permettre cela, et donc ils l'ont interdit, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre de grillage, ils étaient en copropriété, bref, il y avait interdiction de toucher au balcon. Alors je discutais avec ça avec le papa, il dit on est très malheureux, parce qu'on est obligé d'interdire à votre enfant pour sa sécurité. Et lui, il pleure derrière la porte-fenêtre, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis j'en sais rien ce qu'on peut faire. Par contre, vous devez de chercher une démarche pédagogique pour résoudre le problème, parce que pour l'instant, le seul choix que vous avez, c'est d'interdire. Attention, le jour où vous êtes au téléphone et que vous avez entrebâillé la porte, votre enfant il va s'engouffrer et cette fois il va basculer. L'interdit n'est pas une réponse éducative. L'interdit peut être provisoire, que ce soit un poêle très chaud ou un balcon. J'ai revu le papa un mois après, il me dit on a trouvé un truc super, faut que je t'en parle. Je dis vas-y, explique. Il me dit bah voilà, je faisais des crêpes avec mon petit bout de chou et puis je lui donnais les œufs pour qu'il les casse dans le bol. Je l'ai appris, et puis l'enfant de 2 ans et demi cassait bien les œufs en faisant attention, etc. Et le papa, ça lui a donné une idée. Il a pris un œuf, son gamin sous le bras, il est allé sur le balcon, il a donné l'œuf à l'enfant, il a regardé s'il n'y avait personne sous le balcon, 3e étage, il y allait. Tu vois l'œuf comme il est, tu as vu tout à l'heure dans le bol, tu le jettes. Alors l'enfant, bien sûr, a pris l'œuf, il a regardé, il a vu l'œuf descendre et bien sûr éclater en bas. Il est descendu après avec une pelle et une balayette avec son enfant, et puis l'enfant l'a aidé à ramasser l'œuf. Il a observé son enfant, tout en lui parlant. Tu as vu ce qui s'est passé, l'œuf il s'est cassé comme le bol tout à l'heure. Regarde l'œuf dans quel état il est. Il observait son enfant. Et l'enfant, il avait mis un chiffon rouge sur le balcon pour que l'enfant voit la distance entre le rouge et le blanc. Bref, le père essayait de mettre en place une démarche pédagogique pour que l'enfant intègre une connaissance particulière qui était le vide et la pesanteur. Son enfant regardait l'œuf, regardait en haut, et dans sa petite tête, il se passait des choses. Il est vite remonté sur le balcon, il a ouvert les portes du balcon, il a laissé son enfant sur le balcon, il s'est éloigné un peu pour voir. Là, il était derrière, il n'était pas devant. L'enfant s'est approché du balcon, dans sa tête, il se passait des choses. Le papa disait, je ne sais pas ce que mon enfant pensait, mais je voyais bien qu'il est rentré sur le balcon très différemment d'avant. Il rentrait comme ça sur le balcon. Et lui dit, qu'est-ce que vous faisiez? On était un peu cachés avec ma femme, on était sur les starting blocks. Après, à sauter sur l'enfant. Et moi, ça devait être un peu mal à l'aise de vivre. Mais après, il dit, on était derrière la porte-fenêtre, on était prêt à intervenir, on le regardait, et on a vu l'enfant s'approcher tout doucement comme ça, prendre les barreaux, et puis regarder par en bas. Et après, il dit, bah après, on s'est éloigné, l'enfant il a tiré la couverture, plus près de la porte-fenêtre, et il s'est mis à jouer. Alors les parents sont restés au moins 2 heures en attendant dans le salon pour voir. Et depuis ce jour-là, l'enfant ne s'approche plus du bord. Je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais ses parents ont trouvé un moyen pour résoudre ce problème de sécurité et sortir de l'interdit. Alors toutes ces questions-là, on a tous vécu ça, par rapport au poêle trop chaud ou la bougie sur la table. L'idée, c'est comment accompagner l'enfant à ce qu'il fasse son apprentissage du ou des dangers de la vie, mais ça, vous le savez. Mais moi, je pensais que les interdits, c'était important pour la construction de l'enfant. Je veux dire, s'il y a une raison, et puis il peut se passer juste une seconde, malgré qu'on ait expliqué avec beaucoup de pédagogie, l'enfant passe par la fenêtre, c'est fini. Et il n'y a plus de... Donc c'est ça qui me fait un peu bizarre, c'est pour des trucs assez dangereux comme ça, comme le fait de vivre dans l'appartement au 6e étage, ne pas se dire, enfin, essayer de trouver un moyen, alors que bon, l'interdiction c'est le moyen le plus sûr.
Et l'interdit fait aussi partie, je veux dire, quand j'étais petite, on m'a dit tu ne peux pas boire d'alcool, je n'ai pas d'alcool, et voilà. Je ne suis pas morte pour autant, je ne suis pas devenue une droguée alcoolique après, mais ça fait partie des règles. Okay. Ce que tu dis, c'est dans l'idéal. Je connais bien des jeunes qui vont bien au-delà de l'interdit. Et plus je leur dirai qu'il faut avoir d'alcool, plus ils vont tenter le fait d'en boire, ça sera un moyen de s'affirmer. Quand on regarde les lois divines et les lois spirituelles, alors là, nous les donne, on partage, et puis il nous dit c'est un vin cacheté, c'est un cadeau que je vous fais de vous faire ces lois. Et en même temps, il nous donne la capacité de libre arbitre de choisir ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas un paradoxe. Dieu et les prophètes pourraient nous obliger à suivre les lois et devenir des marionnettes. À la limite, on n'en discute même pas. Étonnamment, il a toujours donné à l'homme la possibilité de construire sa vie et son destin. Donc ça veut bien dire qu'on a la liberté de choix, tout le temps, et toujours. Mais pour un petit enfant, il doit faire dans cet apprentissage-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas interdire, je dis bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faudra juste que je vérifie ce que mon enfant est en capacité de suivre cela. Et plus l'enfant va grandir, plus il va chercher à comprendre pourquoi l'interdit. Et dès qu'on rentre dans la tranche préadolescent-adolescent, l'interdit n'est plus vraiment nécessaire parce qu'on doit aller vers la maturité, capacité de décider ce qui est bon pour moi. Et tout ça, c'est dans la subtilité. Bon, on repart dans un peu. On va devoir arrêter. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant, interdit. Bien sûr. Il y a toujours interdit, au moins jusqu'au adolescent, mais ça dépend de l'âge et quel interdit. Oui. À nouveau, c'est la flexibilité, l'adaptabilité aux situations, aux circonstances. Moi, j'ai une petite proposition. Il faut que tu fasses le tour de France au moins pour expliquer ça, parce que j'aurais bien voulu t'entendre il y a 20 ans, 23 ans. Il y a peut-être des choses que je peux toujours appliquer, mais il y a d'autres choses, par contre, c'est peut-être un peu tard. Il y a encore l'autre monde. Encore l'état de l'autre monde. On va devoir arrêter là au respect des horaires, sinon on sait déjà où est-ce qu'il est.